Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Au nom du projet BIOLS, il s'agit d'un projet cofinancé par l'Union européenne pour la promotion de produits biologiques européens avec le logo de la feuille avec les 12 étoiles de l'Union européenne. On parle de marché de produits biologiques et il nous manque beaucoup des données malheureusement car à cause donc du renvoi de Biofac, les données auxquelles on est habitué n'ont pas encore été publiées car les données qui sont disponibles sont encore les données de 2019. Alors, on va vous présenter des données de 2020 pour quelques pays et pour d'autres, on peut vous présenter aussi les données 2021. Vous pouvez donc faire de capture d'écran d'écran et des transparents, mais en tout cas, toutes les présentations vous seront envoyées en format PDF à la fin du webinaire. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans le chat et on va essayer de vous répondre selon le temps qui sera à notre disposition à la fin du webinaire. Et maintenant, nous commençons avec une petite présentation préliminaire avec les données européennes du secteur et puis on va rentrer dans les détails des données françaises grâce à la collaboration des sites bio et puis on aura deux études des cas dans les domaines du biologique qui vont nous en dire plus sur comment donc on est en train d'affronter cette période un peu spéciale et particulière. Alors, je commence avec ma présentation. Voilà. Alors, si l'on fait une comparaison entre les données de 2021 avec de 2020, on risque donc d'avoir une vision qui n'est pas réelle de la situation car en fait, ces 2 dernières années ont été vraiment hors du commun. On a eu des périodes de rayons vides dans les supermarchés et des garde-manger pleins à la maison. Des personnes qui achetaient des produits bio pas parce que c'était leur premier choix, mais tout simplement car c'était les seuls produits disponibles. Et puis, la restauration collective, commerciale et publique a fermé ses portes et donc il y a eu beaucoup de préparation à la maison. Donc, il y a eu un retour aux préparations à la maison, donc au fait de faire la cuisine. Et puis, il y a un grand succès des ventes en ligne car soit on ne pouvait pas sortir, soit on ne trouvait pas les produits disponibles dans les points de vente. Et puis, on a commencé une grosse réflexion sur l'environnement et les liens entre notre comportement et ce qui peut se passer. Et donc, voilà, c'est difficile, disons, de raisonner, de faire de raisonnement de façon constante. Et peut-être la chose la meilleure, c'est de considérer les données 2021 et tâcher un petit peu de les utiliser à elles seules sans utiliser d'autres graphiques ou d'autres éléments. Alors, pour quelques pays, on a fait des analyses plus ciblées grâce au projet. Et pour ce qui est de l'Italie, on a vu qu'il y a donc une réduction des achats de produits bio à cause du Covid. Mais par contre, il y a une autre part du marché qui a augmenté l'achat de produits bio. Et donc, on a vu la même situation un petit peu en France avec les mêmes données. Il y a une baisse de 23% des achats bio, mais il y a eu par contre une augmentation de 26% seulement pour la moitié des consommateurs. Donc, rien n'a changé. Voyons voir les raisons principales de l'augmentation des dépenses pour les produits bio en Italie. Ce sont des raisons liées surtout à la sécurité. Donc, l'on désire éviter des substances nuisibles. On a plus de confiance vis-à-vis des produits bio. Sinon, je fais plus attention à l'impact sur l'environnement de la production alimentaire. Je fais plus attention aux bien-être des animaux. Et la même chose s'est passée en France. Donc, essentiellement, les raisons plus ou moins sont les mêmes. Donc, on voit qu'il y a des petites fluctuations par rapport
aux raisons, mais en général, les 3 raisons principales sont exactement les mêmes qu'en Italie. Et puis, en Italie, il y a eu une véritable révolution des dépenses. Il y a eu une montée en flèche, donc de la vente au détail de farine biologique, car tout le monde faisait des gâteaux, des pizzas à la maison, avec par conséquent une réduction des ventes de produits finis, produits industriels. Les fruits et les légumes ont également enregistré une hausse, plus les fruits que les légumes. Il y a eu une légère diminution des ventes dans les hypermarchés, car dans la plupart des cas, les hypermarchés se trouvent loin des centres-villes et très souvent, il y avait des restrictions de voyage et donc on ne pouvait pas se déplacer, surtout pendant les mois de confinement. Et puis, les ventes du commerce électronique ont augmenté en flèche. Et puis aussi, la quote-part des discounts a beaucoup augmenté car les consommateurs cherchent aussi des prix bradés si possible. Et puis, il y a eu aussi une augmentation totale, mais surtout les pics s'est concentré pendant les mois les plus durs du confinement, donc au mois de mars et d'avril. Et puis, au cours des 3 premiers mois de 2021, ce sont les dernières données qui donnaient, car les données Nielsen seront disponibles probablement d'ici un mois. Il y a eu une tenue des ventes des produits bio et il y a eu aussi une augmentation de 0,9% par rapport à 2020, qui avait été une année exceptionnelle. Et donc, nous pouvons considérer ces données comme positives. Sans aucun doute, on n'aurait pas pu avoir la même augmentation que 2020 qui avait été provoquée par les conditions exceptionnelles. Et puis, voyons voir d'autres pays. Il y a eu de légères fluctuations, hein, mais en général, disons, de modifications positives dans tous les secteurs. Aux Pays-Bas, par exemple, on a eu des bons résultats pour les pommes de terre, pour les produits laitiers, alors que d'autres produits, par contre, ont eu une réduction de leur part de marché, -2, -1%. Et pour certains produits, il y a eu une forte chute donc de décrochage dépassant -10%. Voyons voir les canaux de vente principaux. Ici, on a une situation différenciée d'un pays à l'autre de l'Union européenne où les poids donc, des grandes et moyennes surfaces, des canaux spécialisés ou de la vente directe auprès donc, des exploitants n'est pas le même. Donc, il y a un poids différent de ces canaux. Il y a eu une grosse augmentation des magasins spécialisés et des grosses surfaces, des grandes surfaces. Par contre, le food service a vraiment réduit de la moitié son business. Pour ce qui est de l'Autriche, on a les données des 6 premiers mois de 2021. Il y a eu une augmentation de 11% par rapport aux ventes de produits biologiques par rapport aux produits frais. Presque un tiers du lait et du yaourt naturel vendus sur les marchés autrichiens et biologiques, et 10% de fruits, du beurre et du fromage est biologique aussi. Et donc, ce sont des parts significatives et donc, ce ne sont pas des créneaux. En 2020, le chiffre d'affaires des produits frais biologiques a atteint 717 millions d'euros. Compte tenu du nombre réduit de consommateurs autrichiens, il s'agit donc d'un pourcentage vraiment important. Voyons voir les 6 premiers mois de 2021 qui ont vu un business de 420 millions vis-à-vis des 117 de l'année précédente. Donc, il y a eu déjà une hausse d'environ 17% qui laisse imaginer un nouveau record de vente et qu'on aura des données 2021. Et puis, toujours au cours des 6 premiers mois 2021, en Autriche, tous les consommateurs pratiquement ont acheté des produits bio, donc 96%, avec 24 achats pendant l'année et donc presque chaque semaine, vu qu'on a affaire à 6 mois, et avec un total de 31 kilos achetés pour chaque consommateur autrichien, avec donc une dépense totale de 113 euros. Ça, c'est la dépense moyenne pour les 6 premiers mois de 2021, la dépense par ménage.
Et il y a une petite différence si l'on considère les hommes et les femmes qui sont intéressés aux produits bio. Et 20% des femmes interrogées donc achètent un produit bio presque tous les jours, 37% plusieurs fois par semaine. En plus de ça, on a vu une chose qu'en fait on savait déjà, que l'augmentation de la consommation de produits bio va de pair avec le niveau d'éducation et aussi le niveau, disons, d'information des consommateurs. Et puis, regardons l'Europe en chiffres. En 2020, les consommateurs suisses ont acheté des aliments biologiques pour une valeur de plus de 3,8 milliards de francs par rapport à 3,2 milliards de 2019. Donc, avec plus de 19%, c'est une croissance importante, influencée partiellement par le confinement et aussi par l'évolution de la situation à cause du Covid, car pendant quelques mois en Suisse, ça n'a pas été possible d'aller acheter, faire ses courses dans les villes avoisinantes françaises ou italiennes. Et donc, il fallait acheter chez soi. Donc, même les consommateurs qui normalement allaient faire leurs courses donc, dans les villes frontalières italiennes et françaises ont dû acheter en Suisse. Et cela a provoqué des changements. Et puis, la chaîne principale qui a vendu le plus, c'est Coop, qui en 2020 a vendu des produits bio pour 1,63 milliard de francs. Donc, ça représente presque la moitié du marché suisse en entier, suivi par Migros avec 1,21 milliard de francs. Et ce sont des données, il y en a aussi des données par rapport à octobre 2021 sur quelques produits spécifiques. Par exemple, considérons les gruyères, qui est un fromage AOC. On en a vendu 54 tonnes avec une croissance de 7,8% par rapport à la même période de l'année précédente. En revanche, le même fromage, mais non bio, a diminué sa part de 10%. Donc, l'on assiste vraiment à une tendance opposée pour les produits bio. Donc, de janvier à octobre 2021, en Suisse, on a vendu donc 125 123 tonnes de viande fraîche bio avec un plus 4% par rapport à 2020, alors que si l'on considère la viande traditionnelle, on a une consommation constante. Et ça, c'est un signal positif qui continue en 2021 et qui vient donc du marché des amis suisses. Voyons voir la Belgique. En 2020, on a eu une croissance de 14%. On a frôlé 900 millions d'euros, ce qui est de production, avec une dépense moyenne par habitant qui est encore assez faible de 54 euros, même s'il y a une augmentation de 7 euros par habitant par rapport à 2019. Il y a deux parts différenciées si l'on considère la partie flamande et la partie wallonne, car les Flamands ont tendance à consommer davantage de produits bio. Au cours des 10 dernières années, les dépenses des Belges en produits bio se sont élevées à 11% pour ce qui est donc de l'achat annuel moyen. Alors, au Royaume-Uni, il y a une hausse du secteur de 6% et pendant les mois du confinement total, il y a une augmentation de 18,7%. Donc, 3 fois de plus par rapport à l'augmentation moyenne par an. Et parmi les produits biologiques les plus vendus, il y a les œufs et les bananes. Du reste, dans l'Europe tout entière, donc du commerce équitable pour ce qui est des bananes. Dans l'encadré, vous voyez l'évolution du marché bio au Danemark pour toutes les catégories. Vous voyez de 2018 à 2020, il y a une croissance constante. Et cette croissance est destinée à continuer car la stratégie de la ferme à la table de la Commission a établi une cible d'ici 2030, donc d'atteindre biologique au moins de 25% de la surface agricole utilisée européenne, donc moins de 50% de pesticides, moins de 5% d'antibiotiques, moins 20% de fertilisants, ainsi que la mise en œuvre de normes pour le bien-être animal pour améliorer les standards dans l'élevage.
Et cette stratégie prévoit plusieurs mesures, par exemple le soutien de la politique agricole commune, donc le soutien pour les agriculteurs, et puis recherche, développement, innovation, mais aussi des incitations fiscales, et aussi le fait que le bio sera prévu parmi les achats à faire de l'administration publique. Donc, les restos d'entreprise, les restaurants, les restos publics et aussi les cantines devront acheter un certain montant de produits bio. Et cela pour une bonne alimentation saine. Et vous pouvez bien imaginer que cela va contribuer au développement et à l'évolution du produit bio. Alors, j'ai essayé d'être rapide pour donc laisser plus de temps à notre amie donc Claire de Synabio. Claire, Oui, la c'est déléguée adjointe de Synabio, l'organisation française, donc des transformateurs et distributeurs de produits bio en France. Et vous la connaissez sans aucun doute. Et si vous ne la connaissiez pas encore, alors entrez en contact tout de suite avec Synabio car ils font du bien à tous les secteurs. Alors Claire va nous en dire plus sur ce qui s'est passé dans les marchés français. À vous la parole, Claire. Merci beaucoup Roberto et bonjour à tous. Merci de cette invitation pour participer à ce webinaire. Ce que je vais vous dire est très en ligne avec ce que Roberto a présenté avant. Déjà quelques mots sur d'où je vous parle. Donc le Synabio, c'est le syndicat des entreprises bio en France. On fédère 214 adhérents qui sont essentiellement des transformateurs et des grossistes et 6 distributeurs spécialisés qui sont des magasins, enfin des enseignes de magasins qui vendent exclusivement des produits bio. La moitié de nos adhérents sont 100% bio et leur chiffre d'affaires bio cumulé représente 5,8 milliards d'euros en 2020. On a parmi nos adhérents des entreprises qu'on appelle jeunes pousses, qui sont des entreprises qui démarrent en bio. Et puis, 47 entreprises labellisées bio-entreprises durables, qui est le label RSE qu'on porte pour valoriser l'engagement des entreprises bio pour le développement durable. Notre action s'articule autour de 4 grands objectifs: fédérer largement les entreprises de transformation bio autour de notre vision de la bio, faire progresser les règles et usages en transformation bio et faire de bio-entreprise durable le label de référence des transformateurs bio, contribuer à l'orientation des politiques publiques en faveur de la bio et de la transition alimentaire écologique et équitable, et enfin participer à la structuration de la profession et accompagner les filières. Je vais rentrer plus spécifiquement sur ce qui se passe en France autour de l'agriculture biologique, en vous présentant d'abord des chiffres 2020, mais dont certains vous ont déjà été présentés en introduction, et puis après, en actualisant ça, de données 2021 et des questions qu'on se pose en France en ce début d'année. Donc la bio en France en 2020, c'était 2,55 millions d'hectares certifiés, c'est-à-dire un tout petit peu moins de 10% de la surface agricole utile française, et près d'un quart de ces surfaces sont encore en conversion, ce qui montre que l'agriculture biologique se développe encore fort au niveau agricole en France. En gros, il y a un peu plus de 53 000 fermes bio en France, soit plus de 12% des fermes françaises. Tous ces chiffres-là font de la France le premier pays en matière de surface cultivée en bio, devant l'Espagne et l'Italie. La taille du marché alimentaire français, c'est 13,2 milliards d'euros en 2020. C'est un marché qui a été multiplié par 2 en 5 ans et qui représente 6,5% de la dépense alimentaire des Français en 2020. Si on compare les évolutions, la consommation alimentaire des ménages a augmenté de 3,4% et pendant ce temps-là, la consommation en produits bio a augmenté de 4 fois plus, de près de 12,2%. Donc en 2020, on se réjouissait d'avoir un marché qui restait très dynamique en France, un marché bio et une réelle demande des consommateurs français en produits biologiques. Le marché bio français, il est structuré autour de essentiellement la grande distribution qui représente 55% de l'activité, des ventes de produits bio en France, donc les hypermarchés, les supermarchés, et puis les enseignes, les magasins qui ont des enseignes, les enseignes qui ont des magasins de proximité, le drive et puis le hard discount. Ça, c'est plus de la moitié du marché bio français. Ensuite, nos magasins bio,
spécialisés, qui sont essentiellement des magasins organisés en réseau pour 25% des ventes et 4% de magasins bio indépendants. 6% des ventes se font chez les artisans commerçants. Là, on retrouve les boulangers, les bouchers surtout. Et puis, la vente directe à la ferme pour 11% des ventes. Ce qu'on ne voit pas sur ce graphique, c'est la restauration, qui est pourtant importante en France, hein, la restauration hors domicile, qui représentait 640 millions d'euros en 2019 et qui a baissé de 21% en 2020 à cause de la situation sanitaire et qui pour atteindre 505 millions d'euros, qui se répartissent en 215 millions d'euros en restauration commerciale et 290 millions en restauration collective. Ces deux marchés sont en baisse significative de respectivement 14 et 25% en 2020. On met pas mal d'espoir dans ces marchés-là parce qu'on a une loi française, la loi Egalim, qui oblige à l'introduction de produits bio dans la restauration collective avec, par exemple, pour la restauration collective publique, un objectif de 20% de produits bio, ce qui représenterait un marché, si on atteignait ces 20%, de 1,4 milliard d'euros. Donc, on sent qu'il y a un gros potentiel sur ce marché-là. Voilà, et puis j'ai aussi mis un point d'attention sur le hard discount qui représente que 3% des ventes, mais où on a l'impression que ces temps-ci, comme Roberto le disait pour l'Italie tout à l'heure, ça bouge pas mal pour la bio aussi dans ces magasins-là qu'on a assez peu travaillé en France en fait jusque-là. La structure du marché alimentaire français en termes de produits, donc ça c'est la répartition des achats des ménages par famille de produits bio en 2020. Donc ce qu'on remarque, c'est que 31% des ventes concernent l'épicerie, salée ou sucrée. Ensuite, les fruits et légumes, 17% des ventes, 15% pour la crèmerie. Et puis après, moins de 10% pour les viandes, les poissons, le surgelé, la boulangerie et les boissons. Ce qu'on peut dire en 2020 sur cette répartition, c'est qu'on note que 3 familles ont été particulièrement dynamiques. Les bières, qui ont enregistré une très forte progression en 2020, plus 33% par rapport à 2019. Et c'est essentiellement dû à des microbrasseries artisanales qui se développent en bio un peu partout sur le territoire. Les surgelés bio, que ce soit des produits bruts surgelés ou des produits transformés, et notamment les glaces, mais des plats préparés globalement. Sur les surgelés, on a toute famille confondue, on a une augmentation de 30% en 2020 par rapport à 2019. Et les produits d'épicerie bio qui ont connu aussi une belle dynamique de plus 17%, avec plus 19% pour l'épicerie salée et essentiellement des produits de longue conservation, les huiles, les sauces tomates, la semoule, les céréales et le riz. Et puis des produits un peu plus élaborés et plus 16% pour l'épicerie sucrée qui a particulièrement bénéficié aux produits du petit déjeuner. Nos appros en France, c'est à 2/3 des produits bio d'origine France. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a 18% des produits bio consommés en France qui viennent de l'Union européenne et 15% d'autres origines. Si on enlève les produits tropicaux, qui sont des produits qu'on ne saurait pas faire en France, on arrive à 21% d'importation. Voilà, donc en gros, les importations, c'est des produits tropicaux et des produits du bassin méditerranéen, notamment l'huile d'olive, les préparations à base de tomates aussi en particulier. Et donc, il y a des familles de produits pour lesquels on est parfaitement autonome, hein, les vins et autres boissons alcoolisées, les œufs, les produits laitiers, les viandes. Par contre, sur les fruits et légumes, c'est nettement moins bien. Voilà. En 2021, donc en 2020, on avait une très belle année. En 2021, comme partout ailleurs, hein, enfin en tout cas chez nos voisins, l'année 2021 a été morose en GMS, donc en grande distribution, comme dans les réseaux bio spécialisés, qui sont les deux secteurs qu'on regarde du plus près, hein. Donc si on compare 2021 à 2020, pour ces deux marchés, on observe une baisse de 2,6% en grande distribution et de 5% dans les magasins bio. On fait l'exercice de se comparer à 2019 pour atténuer l'effet de l'année 2020 exceptionnelle. Et là, on reste quand même sur une tendance à la croissance avec une croissance de 2,2% en grande distribution et de 5% en magasin bio en 2 ans, donc entre 2019 et 2021.
Ce qui est à noter, c'est qu'en magasin bio, la croissance est particulièrement poussée par le fait qu'on ouvre encore beaucoup de magasins bio en France. Et voilà, le parc de magasins a augmenté de 7,4% quand les ventes n'ont augmenté que de 5,1% sur cette période. Ce qu'on peut dire pour aller un petit peu plus loin, c'est que dans ces magasins, en magasins spécialisés, on constate à la fois une baisse du panier moyen et une baisse de la fréquentation, et un décrochage important des magasins bio par rapport au GMS à partir du mois de mai de l'année dernière. Et si la tendance globale de 2021 par rapport à 2019 reste positive, en magasin bio, au dernier trimestre 2021, on était dans une tendance à la baisse. En GMS, ce qui ne nous rend pas très optimistes, c'est que tous les indicateurs de suivi de la consommation bio stagnent, voire baissent pour la première fois depuis 5 ans, que ce soit le taux de pénétration, le niveau d'achat, le budget alloué à la bio, la fréquence d'achat et la quantité et le budget par acte d'achat. On a fait une réunion il y a une quinzaine de jours en France avec tous les représentants des différents acteurs de la filière au niveau national, que ce soit les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les acteurs de la distribution spécialisée, les interprofessions bio-régionales et nationales. Et on a essayé d'une part de se mettre d'accord sur probablement les origines de cette situation. Alors il y a évidemment un gros effet de la crise sanitaire, et puis de travailler sur un plan de relance de la bio au niveau français. Donc, les causes, c'est celles que Roberto a citées en introduction. Il n'y a pas grand-chose d'autre. Donc, on se compare en 2021 à une année 2020 qui a été exceptionnelle. Des changements d'habitude de consommation, moins de visites en magasin et des paniers d'achat plus gros. Et ces paniers d'achat plus gros ne bénéficient pas à la bio. Une baisse globale du pouvoir d'achat depuis septembre 2021. Une situation d'instabilité dans les filières avec des filières qui communiquent beaucoup sur des risques de surproduction ou des situations de surproduction en bio. C'est le cas de la filière œufs et de la filière lait en France, où il y a beaucoup d'alertes dans les médias, ce qui fait peser sur un sentiment d'insécurité globale sur la bio. Des difficultés sur la filière fruits et légumes, notamment parce que l'offre n'était pas au rendez-vous du fait de conditions climatiques très difficiles, du gel qui a beaucoup pénalisé la production française en 2021, et puis la concurrence d'une offre locale et non bio, et puis des marchés de restauration très perturbés. La distribution, on a un effet un peu mécanique de diminution de l'offre en rayon. En GMS, quand on suit l'indicateur du nombre de mètres linéaires alloués à la bio dans la grande distribution, il y a un vrai effet de baisse et donc une perte de visibilité de l'offre bio qui amplifie le phénomène. Et puis, un fractionnement de la distribution qui est peut-être plus difficile à suivre et à stimuler. Et on a une responsabilité aussi en tant qu'acteur de la bio sur la situation, c'est qu'on a longtemps cru que la bio était arrivée et en France est connue, et on s'est pas tellement méfié, on n'a pas tellement contrecarré la multiplication des labels, la haute valeur environnementale, le zéro résidu de pesticides, des labels aussi sur la cosmétique, qui ont dilué en fait la force du label bio et qui sont venus franchement concurrencer en venant sur les valeurs de la bio, donc des promesses environnementales, des promesses d'absence de résidus de pesticides, à des coûts inférieurs à ce qu'on observe pour l'agriculture biologique, qui a vraiment grignoté des parts de marché. Et donc, les acteurs de la bio qui sont un peu reposés sur leur laurier et qui ont un peu qui ont manqué de communication défensive ou même offensive autour de la bio. Et puis, en France aussi, une offre de produits bio à prix bas et qui a son petit succès, mais qui entraîne aussi des situations de confusion dans l'esprit du consommateur. Ce qu'on retient de cette journée, il y a 15 jours, on s'est tous retrouvés, c'est qu'au-delà des querelles de chapelle qu'il y a pu y avoir en d'autres temps, il y avait vraiment une volonté commune de travailler ensemble pour reprendre la main et la parole sur la bio. On a construit un plan d'action autour de 5 axes, récupérer des budgets auprès des ministères pour expliquer la situation et la nécessité de faire un plan de relance de la bio en France. Agir sur la communication en réaffirmant les valeurs de la bio et puis en se défendant plus quand on est attaqué.
avoir des outils de suivi, des indicateurs plus réguliers sur les évolutions de production et de consommation des produits bio, ne plus se contenter de données annuelles ou trimestrielles, essayer d'avoir des choses plus fines. Et puis, profiter des élections présidentielles pour engager des actions de lobbying plus fortes autour de l'agriculture biologique. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions à la suite de mon intervention. Merci Claire pour une analyse bien détaillée du marché français. Je suis curieux par cette évolution positive des produits cosmétiques bio, car donc on porte des masques depuis 2 ans et on pourrait penser qu'il y a moins de ventes car on est tous cachés, les visages sont tous cassés, on ne peut pas voir les merveilleux effets de ces produits. Et en tout cas, donc blague à part, un grand merci pour cette belle analyse de la situation française. Et j'en profite aussi pour donc revenir sur un point. Il faut que les acteurs, les entreprises, les associations travaillent mieux sur la communication, sur la valeur ajoutée du bio, sur les bienfaits du bio. Alors, l'étude des cas qu'on va écouter concerne 2 sociétés, vraiment 2 exploitations de réalité qui essaient de valoriser leurs produits et ce qu'ils font. Alors, on a tout d'abord Giorgio Alberani, de la société Frutagel, qui est une société de l'Émilie-Romagne. Et donc, c'est une région qui est appelée la vallée des produits alimentaires, où il y a les tortellini, le jambon de Parme, euh, donc le parmesan, tout est là, la mortadella. Il y a un tissu agricole très pointu et une partie de ces productions agricoles sont fédérées en coopératives et Foodagel est une expression donc, de cette qualité coopérative. Mais ce sera Giorgio qui va nous en dire plus. Giorgio, la parole est à vous. Merci, merci pour votre présence. Et un grand merci pour la présentation des données des marchés et donc aussi de la focale sur les marchés français. C'est intéressant aussi donc de parler donc du hors domicile, car en Italie aussi il y a, disons, des indicateurs qui nous disent qu'on pourrait augmenter la consommation des produits bio de la restauration collective. Évidemment, il y a des différences entre France et Italie. Il serait intéressant aussi de creuser davantage les différences pour ce qui est de la distribution pour les canaux consommation, restauration hors domicile. Alors, Foodagel est une société coopérative et nous avons des adhérents sous forme de coopératives agricoles et les exploitants sont les partenaires et adhérents de Foodagel. Grâce à cette structure, on arrive à coordonner les activités de transformation de fruits et légumes, les céréales et légumineuses. On le fait donc d'après les hectares de production qui sont italiens et on le fait pour donc la tomate, céréales et légumineuses, fruits, jus de fruits et pour ce qui est des fruits tropicaux, nous aussi, nous ne pouvons pas donc les produire nous-mêmes et donc il faut les importer, les fruits tropicaux. Pour ce qui est donc de notre structure, nous essayons donc d'avoir un cycle de production très court de la production agricole à la transformation grâce à des usines, une qui se trouve à Alfonsine et dans le nord de l'Émilie-Romagne, en province de Ravenne, l'autre se trouve dans les Molise. Et là, on fait la transformation des légumes et on utilise donc les légumes pour obtenir donc des produits finis dans 4 secteurs, des produits transformés et qui sont après emballés dans différents contenants, soit en Tetra Pak. La plupart de nos produits sont donc dans ce d'emballage, mais ici on a des emballages en verre ou sinon on a donc des emballages spéciaux plastiques pour les légumes et pour le bio. Donc on utilise surtout des emballages compostables.
objectif pour nous comme société, c'est de remplacer le plus possible les emballages ayant un impact négatif sur l'environnement avec des emballages, disons, plus vertueux pour réduire l'impact énergétique, mais aussi sur l'environnement en général. Pour ces raisons, nous avons adopté des valeurs de mesure pour donc avoir, disons, une évolution durable. Alors, les valeurs et les mesures que l'on s'est données sont exprimées par notre compte rendu de durabilité. On se pose des objectifs, par exemple, en considérant certains objectifs du développement durable du millénium et on les utilise, disons, comme phare pour orienter nos objectifs d'entreprise. Et puis, il y a un compte rendu de durabilité qui est rédigé et qui est publié régulièrement depuis plusieurs années. Et dans ce rapport, oui, excusez-moi, j'avais oublié de vous montrer les transparents. On est arrivé là. Et ici, vous voyez nos objectifs, les objectifs de développement durable. Et donc, nous essayons après de les convertir en action quotidienne. Alors, je vous montre combien de bio nous travaillons suite à ces défis que nous poursuivons depuis plus de 10 ans. Pour ce qui est de la tomate, nous avons une part de bio de 41%. Pour ce qui est des fruits et légumes, pardon, des légumes, nous avons 23% de bio. Pour ce qui est des fruits, nous avons une part de bio de 21%. Pour ce qui est des boissons à base végétale, nous avons donc 70% de produits bio. Donc, vous voyez qu'au fil du temps, Frutagel a continué d'améliorer, disons, la production pour devenir plus durable et pour être, disons, plus cohérente par rapport aux objectifs posés au niveau plus général. Alors, voyons voir, par exemple, les matières premières biologiques qui sont travaillées et la moyenne d'entreprise est autour de 30,19%. Donc, cette stratégie bio se reflète aussi dans le pourcentage du chiffre d'affaires bio réalisé par Frutagel tant en Italie qu'à l'étranger. Il y a eu une croissance constante du bio au fil des années et en 2021, on a atteint 26% de chiffre d'affaires bio sur les chiffres d'affaires total de Frutagel. Ces données significatives et vous voyez comment au fil des années, donc suite aux décisions stratégiques de l'entreprise, on a développé davantage non seulement les business agricoles, mais en général donc nos activités sur toutes les autres branches aussi. Ici, vous voyez aussi les analyses que l'on réalise en interne et en externe. Dans toute la production, on en fait 4400 par an et on se sert de labos internes et externes. Bon, je vous parle des analyses internes car elles qualifient beaucoup car on a un labo pesticides interne qui nous permet donc de vérifier les productions que nous réalisons. Pour ce qui est des certifications, on en a par rapport au système de production et par rapport aux produits. Les certifications des systèmes sont la UNI ISO 9001, puis ISO 45001 et ISO 14001. Ce sont des certifications des systèmes importantes pour une société qui se déclare durable de plusieurs points de vue, donc économique, agricole et social. Et puis, il y a les certifications de produits que vous voyez indiquées. Du point de vue des canaux de vente, nous travaillons sur tous les canaux en Italie, donc de l'industrie, que le porte-à-porte, puis la vente au détail. Et on en a de plusieurs types. Il y a les centres de produits surgelés
Donc, ce sont des centres spécialisés dans la vente au détail des produits surgelés. Et puis, on a des moyennes et grandes surfaces qui sont présentes aussi en France. Et puis, on a les discounts. Et puis, il y a les grossistes et les traiteurs et la restauration collective. Alors, on a 75% du chiffre d'affaires pour donc la vente au détail et le restant pour le hors domicile. 2020 a vu donc évidemment un arrêt du hors domicile alors qu'en 2021, cela a repris. Et évidemment, il y a un potentiel pour l'augmentation de vente de produits bio, pour la restauration collective et hors domicile en général, pour les futurs. Et sans aucun doute, il faudrait avoir plus des surfaces cultivées avec des produits bio. Et donc, nous espérons que la demande interne, tant du canal de vente au détail que du canal hors domicile, puisse être suivie par une augmentation des surfaces des cultivations bio pour aller de pair avec la demande. Ici, vous voyez un exemple de notre gamme, donc les légumes surgelés, et puis pour leur domicile, et puis des produits pour la vente au détail, tant surgelés que d'épicerie pour les canaux consommateurs. Voilà, j'ai terminé, je vous remercie. Merci beaucoup, Giorgio. Giorgio a été très modeste car il n'a pas dit qu'il est une entreprise et aussi des produits marques distributeurs pour des grosses enseignes et pour ce qui est des boissons. Et c'est leader aussi pour les produits surgelés pour la restauration collective. Et en Italie, on est obligé à utiliser 100% de produits bio, donc dans les écoles primaires, et puis il variable de produits, normalement 50%, même pour les autres formes de restauration collective. Et c'est cela qui soutient beaucoup le développement de la production biologique et offre beaucoup d'opportunités aux entreprises donc, qui s'organisent pour répondre à ces besoins de la restauration collective. Alors, en Italie, on a une expérience de restauration collective avec produits depuis plus de 20 ans, mais désormais, cela s'installe comme réalité en Europe. Donc, il y a eu la loi Egalim en France, et puis en Allemagne aussi, une chose similaire, et puis la stratégie de la ferme à la table a défini comme objectif donc l'intégration des produits bio dans les achats publics. Et donc, sans aucun doute, ce secteur va se développer. Mais voyons voir Alma Verde Bio qui est plus orienté à la vente au détail, c'est de la région Émilie-Romagne. Et on a un représentant de cette société, Paolo Pari, qui en fait vient de la structure qui s'occupe de la production de fruits et légumes pour Alma Verde Bio. La société s'appelle Canova et la propriété de l'entreprise revient au producteur agricole. Et grâce à d'autres exploitants, ils ont créé donc une marque qui chapeaute un petit peu une large gamme de produits et arrive à satisfaire les besoins de plusieurs clients en Italie et à l'étranger. C'est une société qui désormais a plus de 20 ans d'expérience, donc c'est très chevronné, mais Paolo va nous en dire plus sur Canova et sur les activités de Alma Verde Bio. À vous la parole, Paolo. Merci, un grand merci. Merci pour l'attention. Je vais essayer d'être très succinct. Donc, je commence tout de suite ma présentation et je remercie Roberto pour sa présentation. Alors, Canova est une société du groupe Apofruit. Apofruit est la plus grosse coopérative italienne, peut-être européenne aussi. C'est une coopérative directe de producteurs et depuis plusieurs années, on a créé cette société commerciale qui s'appelle Canova, qui s'occupe exclusivement uniquement de la distribution et commercialisation de produits bio, donc résultant des adhérents de la coopérative Apofruit. Et donc,
c'est la propriétaire de la marque Malbec de Bio pour les fruits et légumes frais. Canova est en relation directe pour ce qui est de la production, car en fait, c'est directement connecté à la coopérative ApoFruit. Donc, on a 800 exploitants agricoles. On a 3 usines spécialisées. Et puis, il y a toute une série de plateformes de distribution en Italie et de plaques tournantes pour garantir donc le niveau de service adéquat aux grosses et moyennes surfaces pour réaliser des économies d'échelle et réduire les coûts dans toute la filière. Alors, l'approche qu'on a toujours adoptée, ayant toujours été strictement liée à la production, consiste en des contrôles continus et en le maximum de qualité. Nous faisons 1500 analyses par an pour ce qui est de la recherche de résidus, pour ce qui est des lots de produits qui arrivent dans nos usines. Et puis, on a 40 techniciens spécialisés sur le territoire qui sont employés directement par ApoFruit. Vous voyez ici nos certifications, tant des systèmes que de produits, ainsi que de certifications éthiques. Les chiffres d'affaires, vous les voyez ici au cours des dernières années, qui ont été des années un peu spéciales, hors du commun, car on a subi les effets de la pandémie. Vous les voyez exprimés ici, on a eu un chiffre 2021 de 87,5 millions d'euros, avec 90 millions d'euros en 2020. Évidemment, en 2020, on a eu les premiers mois de l'année avec des croissances en termes d'achat de la part des consommateurs qui ont été vraiment incroyables, exponentielles. Et donc, cette comparaison n'est pas correcte, disons, car il faudrait faire une comparaison avec 2019. Et là, alors, l'on verrait quand même une croissance. Et puis, vous voyez les volumes exprimés dans ce transparent aussi. En 2021, en Italie, qu'est-ce qu'on a vu? Il y a eu une sorte de réduction de la tension de la part de canaux commerciaux, ce qui est de la présentation et l'offre biologique, surtout pour ce qui est des fruits et des légumes frais. Franchement, on assiste à une petite reprise car il y a, disons, un retour à la valorisation de produits frais bio. Cela a caractérisé les derniers mois de 2021 et cette bonne tendance a continué au cours de cette première période de 2022. Donc, nous espérons que cette tendance à la valorisation des produits bio puisse continuer et se renforcer. Essentiellement, Canova donc agit grâce à la marque Almavelté Bio, mais nous faisons aussi des marques distributeurs pour les plus importantes enseignes italiennes et étrangères. Et normalement, nous nous concentrons aussi sur le niveau de service, surtout pour ce qui est de la segmentation du fruit et des légumes. Car, alors, quand vous voyez ici, nous avons des produits de première gamme et puis des produits convenience, donc de gamme 4 et 5, et puis les extraits de fruits frais. Et nous tâchons de valoriser l'origine des produits. Et alors, on commence par la Sicile. On a des adhérents producteurs connectés directement à ApoFruit, Calabre, Basilicate, Pouille, Campanie, Abruzzes, Sardaigne, Latium, Toscane, Émilie-Romagne, Vénétie, Trentin ou Adige, Lombardie, et voilà, on a fait le tour de l'Italie. Tout ça pour vous dire que
le lien direct que l'on a avec les producteurs est fort important car l'on peut planifier donc la production dans les zones les meilleures de l'Italie avec les meilleurs produits frais. Donc, on a des produits de première gamme, donc les fruits et les frais, les fruits et légumes frais que l'on offre soit emballés, soit en vrac. Et puis, on a la première gamme avancée, les produits de première gamme, donc qui sont donc des légumes bio non lavés. Et puis, on a aussi les produits lavés et emballés conditionnés. Et là aussi, pour ce qui est du niveau de service, nous offrons des produits innovants. Le cœur de céleri, le cœur de poireau, le coin d'asperge, le cœur d'artichaut. Ce sont autant de produits qui offrent donc un produit bio très pratique. Et donc, grâce à cela, on a un positionnement de prix qui est cohérent avec ce que l'on offre, surtout dans les marchés de masse. Car pour nous, vraiment, c'est très important de présenter dans notre sorte, dans notre gamme de produits, des produits vraiment innovants. Car le bio doit être valorisé de façon cohérente en utilisant l'innovation comme un levier. Puis les tranches de potiron sont un autre exemple de ce type de valorisation du bio par l'innovation. Alors, je dois procéder rapidement. Ici, vous voyez des extraits de fruits naturels bio. Puis voilà, les produits prêts à consommer, des soupes prêtes pour la consommation. Et puis, je reviens sur un autre point à titre d'exemple. Nous avons la capacité de présenter tout de suite des innovations de produits dans l'offre de produits frais bio et qui sont susceptibles d'attirer surtout les consommateurs les plus jeunes pour les fidéliser. L'idée, c'est de leur faire comprendre que les produits bio ne sont pas des produits vieillots, des produits, disons, pas innovants du tout. Ce sont des produits innovants, dynamiques, capables de répondre aux besoins changeants d'une base des consommateurs jeunes. Et surtout, on ne peut pas tricher avec des consommateurs jeunes car sinon on risque de les perdre pour toujours. Donc, on est très cohérent. Juste quelques exemples. On a la pomme Candine bio ou une autre offre. Ça concerne une pomme de très haute qualité, la pomme Pink Lady et puis le kiwi jaune qui est devenu de plus en plus important au cours des dernières années, surtout pour les consommateurs européens, pas seulement italiens. Et puis, les raisins sans pépins bio. Et voilà, désormais, c'est devenu incontournable, pas seulement pour les marchés domestiques, mais aussi pour les marchés européens. Il faut avoir une gamme là-dessus aussi. Et puis, voyons voir notre engagement pour ce qui est aussi d'autres aspects, les emballages notamment. Car nous avons des emballages durables avec une réduction du plastique et on a des emballages réalisés avec produits recyclés et recyclables avec donc des emballages en papier 100% et 100% compostables. Un autre élément qui nous caractérise, c'est les développements donc des solutions de vente à l'intérieur de grandes surfaces pour attirer davantage de consommateurs. Je ne sais pas si c'est le cas en France, mais au moins en Italie, il faut dire que la plupart des fruits et des légumes bio frais sont vendus emballés
alors que nous tâchons aussi de créer des espaces dédiés pour les fruits et légumes bio en vrac dans les grandes surfaces avec cette forme de vente de cela aussi selon la taille du point de vente considéré. En d'autres termes, il s'agit d'espaces que l'on appelle îlots Alma Bio, Alma Verde Bio. Et vous voyez, donc, on a un espace dédié et on arrive à organiser l'offre de produits et légumes bio, soit en vrac, soit emballés, avec des assistants qui peuvent être présents soit pendant toutes les heures d'ouverture ou seulement dans des plages horaires spécifiques. On en a 41 de ces îlots en Italie maintenant, très différents comme taille, comme structure et comme gamme de produits offerts. Mais cela vous montre que le marché du bio est dynamique et pas du tout statique, car donc on peut avoir de 60 à 100 produits selon l'espace disponible. Et voilà, parce que on désire ne pas se figer sur une offre limitée du tout, car ça tue les opportunités dans les secteurs du produit bio frais, dans le secteur fruits et légumes. Normalement, dans un supermarché, on voit juste 2 types de pommes bio. Ici, on en offre 6 types. Et voilà, donc on offre une belle gamme, mais pas le même 2 types de pommes que l'on voit partout et que normalement ne sont pas même, disons, les types les plus, disons, prisés. Et puis, on commence aussi à avoir des produits certifiés comme biodynamiques d'après une certification qui s'appelle Verdea. Verdea, c'est une certification, ce n'est pas une marque commerciale. Grâce à ces certifications, on arrive à communiquer aux consommateurs que le produit est non seulement biologique, mais aussi a été réalisé, produit selon des standards biodynamiques. Et j'en viens à ma conclusion en faisant une allusion à la France. Canova France, c'est une filiale qui se concentre sur les marchés français. Je vous remercie pour votre attention et voilà, j'ai terminé. Merci Paolo. Et donc, j'espère donc que les amis français aient pu voir donc l'innovation réalisée par nos entreprises. Cela peut toujours servir, disons, d'inspiration. On a reçu des questions. Une question de Lorraine. Et puis en 2021, en France, les ventes en valeur, en quantité ont diminué par rapport à 2020 avec donc une réduction de, puis il y a tout un détail par catégorie de produits. Alors, quelle est la tendance en Italie et en Europe? Alors, comme j'ai dit au début, ce n'est pas justification, mais 2020 a été une année vraiment hors du commun, exceptionnelle. Les 3 premiers mois, les gens ont vraiment flippé, passez-moi le terme, et les gens ont rempli donc leur maison donc de farine, de levure, de papier cul, de vraiment de tout et n'importe quoi. Et donc, je pense qu'on ne peut pas utiliser les 3 premiers mois de 2020 comme point de repère. Il vaut mieux donc de faire des comparaisons avec 2019 comme elle a vu clair, et puis voilà, faire des analyses très fines et pointues, car 2020 a été une année exceptionnelle. Et puis, je peux dire aussi que maintenant, on n'a pas encore les données de 2021. Donc, on aura les données Nielsen à mi-février. Et en plus, ce sont des données qui se concentrent uniquement sur les grandes surfaces. Et les grandes surfaces, c'est les canaux dominants, mais pas pour toutes les catégories de marchandises et même agences bio. Il y a donc des sources exceptionnelles, mais qui a fourni des données sur 2020. Donc, 2021 est encore, disons, une boîte noire pour ce qui a été donné. Si l'on demande aux sociétés, évidemment,
on nous dit qu'il y a eu une évolution positive, mais pas constante. Il y a eu de nouveaux canaux de vente qui se sont ouverts. On a commencé à exporter dans des nouveaux marchés, des nouveaux pays. Et sinon, il y a des productions qui ont connu une donc, voilà, on a des données, disons, qui ne sont pas complètes. Vous avez vu, on a des bonnes données, par exemple, pour l'Autriche et pour d'autres pays. Mais on ne peut pas utiliser cette vision, disons, partielle comme point de repère. Il faudrait donc revoir un petit peu la situation dans 2 mois au moins, quand on aura toutes les données disponibles. Alors, on pourra effectivement faire le point de la situation et voir la donne. Puis, deuxième question, quelles sont les initiatives auxquelles on s'attend de la stratégie de la ferme à la table et est-ce que ces stratégies vont soutenir le secteur? Alors, bon, évidemment, ces stratégies se doivent de soutenir le secteur car ça, c'est l'objectif de la Commission. Et au-delà des activités de la Commission, une activité est vraiment très importante car le 23 septembre, a été déclarée journée du biologique. Donc, on a la fête de mer, mais on a plusieurs fêtes, mais maintenant, on a aussi la fête du bio qui a été déclarée et sanctionnée le 23 septembre. Et alors, il faut que pendant cette journée, tous les acteurs du marché, les exploitants, les distributeurs, les détaillants, tous organisent quelque chose, des visites, des campagnes de promotion, des distributions de matériaux, des dégustations, des sensibilisations, des actions. Donc voilà, après, ça revient aussi aux acteurs du secteur, donc exploiter les opportunités. Et puis après, la tâche revient aussi aux États membres, Synabio, à faire donc des actions de lobbying. Et alors, euh, dans chaque pays, il y aura les acteurs qui vont agir, car après, les initiatives reviendront aux États membres de par les autorités compétentes. Et donc, la Commission indique la voie et les objectifs. Après, dans chaque pays membre, il y aura les autorités compétentes. Et donc, la Commission met à disposition donc, des outils comme la possibilité de réduire la TVA sur certains produits bio, la possibilité de mener des actions promotionnelles, puis la possibilité de mener des actions vis-à-vis donc des ventes aussi dans le marché de l'exportation. Il va de soi que ces outils donc doivent être utilisés. Voilà. Donc il faudra tirer toutes les manches pour optimiser ces outils mis à disposition par la Commission. La Commission, sans aucun doute, vraiment a mis le bio au cœur de ses stratégies et donc il reviendra aux autorités compétentes des États membres afin que la stratégie de la ferme à la table soit effectivement mise en œuvre. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions. On est en retard de quelques minutes seulement. Et alors, je vous... Excusez-moi, Roberto, oui. On a envoyé aux participants un petit kit de dégustation. Si ils veulent nous donner donc un retour d'info, ce sera vraiment intéressant. Alors voilà, oui, nous sommes fort intéressés à savoir quel est leur retour, leur feedback sur cette dégustation. Alors, nous remercions énormément Claire pour sa participation et sa contribution. On remercie Giorgio Verani, Paolo Pari. Je remercie tous les intervenants, tous les participants. Et voilà, continuez de suivre le projet Biol, c'est sur notre site. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Au fur et à mesure, on aura à notre disposition des nouveautés, des données. On va les publier sur nos réseaux sociaux. Et comme ça, vous aussi, vous aurez les infos les plus actualisées et peut-être utiles aussi pour vos activités
quotidienne. Un grand merci encore et à la prochaine. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir, à bientôt.